Le corps humain est peut-être incroyablement complexe, mais certains pensent que nous avons été créés à l'image d'un être parfait. Si nous sommes si parfaits, pourquoi n'avons-nous qu'une seule dentition adulte? Pourquoi avons-nous toujours mal au dos? Et quel est le souci avec les mamelons des hommes? Il est clair que, de nos pieds à nos globes oculaires, nos corps ont été bricolés au cours de l'évolution. Heureusement, j'ai dressé une liste révélatrice de tous les défauts et des solutions possibles de cette anarchie anatomique. Les joues. Il n'y a pas un seul être humain qui ne se soit pas accidentellement mordu l'intérieur de la bouche, et c'est l'une des blessures les plus frustrantes que l'on puisse subir. Elle met une éternité à guérir, on ne peut pas vraiment la couvrir et elle est facilement irritée par les aliments salés ou les agrumes. Mais si vous vous rongez accidentellement, c'est un nouveau monde de douleur qui s'ouvre à vous. Alors, pourquoi l'évolution a-t-elle placé les muscles gros et trapus de nos joues juste à côté de certains des os les plus durs et les plus acérés du corps humain? Eh bien, c'est une question de régime alimentaire. Les muscles de la joue étaient à l'origine conçus pour maintenir la nourriture dans la bouche pendant la mastication. L'homme ayant évolué vers la consommation de matières végétales, et qui nécessite une mastication plus poussée, les joues sont devenues plus spacieuses pour maintenir les aliments en place pendant qu'ils sont broyés. Les carnivores purs, en revanche, ont des joues beaucoup plus petites, car ils ont tendance à arracher des morceaux de viande de la taille d'une bouchée et à les avaler d'un seul coup. C'est pourquoi on ne voit jamais de lion ou de tigre mordre par inadvertance l'intérieur de leur propre bouche. Alors, quelle est la solution à ce problème de rongement? Eh bien, pourquoi ne pas protéger un peu plus les joues? Si les humains développaient une peau légèrement plus dure à l'intérieur de leurs joues, il serait beaucoup plus difficile de se blesser à cause d'une morsure malencontreuse, et vous pourriez mastiquer à votre guise. Soit ça, soit on devient tous carnivores. Mais je doute que les végétaliens apprécient cette suggestion. Un pharynx à double fonction. Vous êtes-vous déjà arrivé d'être en train de vous empiffrer en discutant avec vos amis, quand tout à coup vous vous étouffez avec une miette qui est mal passée? Cet événement désagréable est dû à une mauvaise conception du corps. Vous voyez, votre trachée et votre œsophage, également connus sous le nom de tube respiratoire et de tube alimentaire, débouchent tous deux dans le même espace. C'est ce qu'on appelle le pharynx, qui mène ensuite au larynx, également connu sous le nom de boîte vocale. Pour empêcher les aliments d'entrer dans la trachée, un petit rabat appelé épiglotte recouvre par réflexe l'ouverture du pharynx lorsque vous avalez. C'est une conception ingénieuse, mais parfois l'épiglotte n'est pas assez rapide. Ainsi, si vous parlez ou riez en mangeant, la nourriture peut glisser vers le bas et se loger dans votre trachée, provoquant un étouffement. Parfois, il s'agit simplement d'une petite gêne, mais rien qu'aux États-Unis, environ 5000 personnes meurent chaque année d'étouffement. Et tout cela à cause de ce défaut de conception mortelle. Alors quelle est la solution à ce problème d'étouffement? Eh bien, déplacer le larynx semble être un début. Si notre larynx était relié exclusivement à notre nez, nous pourrions respirer et manger par deux tubes indépendants. Mais il y a un petit problème. Nous devrions renoncer à parler. Mais si nous nous inspirons des baleines, dont le larynx est également situé dans les vents, nous pourrions communiquer par le chant des baleines. Ou alors nous pourrions développer un tout nouveau langage basé sur les éternuements. Un vrai remue-ménage. Nous pouvons penser que nous sommes intelligents, mais nos gros cerveaux sont en fait un très gros désordre. Comme le reste de notre corps, notre cerveau ne s'est pas développé en une seule fois. Au cours de millions d'années, il s'est développé par étapes, de nouvelles parties étant ajoutées aux anciennes. En ce sens, il est plus simple de l'imaginer comme un projet de construction autour d'une vieille maison. Les fondations même de la maison sont comme dans votre cerveau primitif ou reptilien, qui contrôle les processus de survie élémentaires comme la respiration, l'alimentation et le combat. Par-dessus cela, vous avez la structure principale de la maison, qui est comme notre cerveau limbique. C'est là que se déroule une grande partie de la vie, impliquant nos processus émotionnels qui nous permettent de faire des choses comme jouer, socialiser et apprendre. Et enfin, nous avons la rénovation massive qui empêche de tout s'effondrer, qu'on appelle le néocortex. Il s'agit de notre cerveau rationnel, et c'est là que nous traitons des concepts avancés tels que la logique, la prévoyance et la rétrospection. Mais comme tout n'a pas été construit ensemble, l'édifice est loin d'être parfait. Certaines pièces peuvent s'entrechoquer, tandis que d'autres sont encore à la phase de test et susceptibles à l'erreur. Le résultat est une série de processus mentaux qui n'ont pas de sens pour les humains, comme la dépression, la manie et les souvenirs peu fiables.
Alors comment pouvons-nous réparer nos cerveaux cassés? Malheureusement, cette question n'est pas simple, car il n'existe pas sur Terre d'ordinateur semblable au cerveau humain, du moins pas encore. Le développement de l'intelligence artificielle est la technologie la plus proche d'un esprit parfait. Mais que se passerait-il si elle se retournait contre l'humanité comme Skynet? Je ne sais pas pour vous, mais j'ai regardé suffisamment de films Terminator pour savoir comment cela se terminerait. Un bassin problématique. Comme si le développement chaotique de nos cerveaux ne donnait pas assez de maux de tête, leur taille aggrave un autre problème, certes plus féminin, celui de l'accouchement. Le canal de naissance humain passe par le bassin de la femme. Or, essayer de faire passer la grosse tête d'un bébé dans cet espace très étroit rend l'accouchement plus dangereux et plus douloureux que chez n'importe quelle autre espèce. Cela signifie qu'il y a un risque étonnamment élevé de blocage des bébés pendant le travail. En fait, certaines estimations suggèrent que cela se produit dans 6% des naissances dans le monde. Mais si c'est le cas, pourquoi les femmes n'ont-elles pas un plus grand bassin? Eh bien, s'il devenait plus gros qu'il ne l'est déjà, cela interférerait avec leur capacité à marcher, ce qui n'est certes pas vraiment un compromis idéal. Heureusement, il existe des opérations par césarienne qui aident la mère à accoucher par l'abdomen au lieu du bassin. Mais même cette solution est extrêmement douloureuse, sans parler de son coût. Aux États-Unis, sans assurance, une facture d'hôpital pour un accouchement naturel s'élève à environ 30 000 $. Et ce montant peut atteindre 50 000 $ si la mère opte pour une césarienne. Alors quelle solution de rechange reste-t-il aux femmes pour ne pas vider la caisse ou briser leur corps? La solution logique serait un développement artificiel qui consiste à faire grandir les bébés hors de l'utérus dans une chambre spéciale. Cependant, l'idée de combiner tous les ingrédients nécessaires à la fabrication d'un bébé dans un laboratoire et de laisser la gestation se dérouler semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction. Néanmoins, les scientifiques ont commencé à étudier précisément cette solution, car elle permettrait à la mère de rester en un seul morceau tandis que la tête du bébé pourrait grandir autant qu'il le faudrait. Voilà une solution qui délivre vraiment. Le sacrifice de la vitamine C. La vitamine C est essentielle pour garder votre corps en bonne santé. On la trouve dans de nombreux fruits et légumes, mais une carence de votre alimentation peut entraîner des troubles digestifs, une cicatrisation lente des plaies et même des problèmes de croissance osseuse. Vu son importance, on pourrait penser qu'il existe un moyen pour le corps d'en fabriquer. Et c'est le cas. Enfin, il y en avait un. Avec les cobayes, les chauves-souris frugivores et certains primates, les humains font partie des mammifères qui ont incroyablement perdu cette capacité essentielle au cours d'un jeu d'évolution à fort enjeu. Mais nous avons perdu quoi exactement? Eh bien, avant d'avoir recours à des aliments cuits et conservés, l'alimentation humaine était composée en grande partie de matières végétales brutes, qui sont incroyablement riches en vitamine C. Cela signifie que lorsque les humains sont nés sans le gène de la synthèse de la vitamine C, cela ne les a pas vraiment affectés et ils ont pu continuer à se développer. Mais il est important de se rappeler que ce changement s'est produit il y a environ 61 millions d'années. Mais de nos jours, nous sommes plus dépendants des aliments transformés que des bons vieux fruits et légumes. En conséquence, environ 14% des adultes des pays développés souffrent aujourd'hui de cette horrible carence. Alors, quelle est la solution? Eh bien, si nous redéveloppions ce gène synthétisant la vitamine C. De cette façon, nous n'aurions pas à parcourir les informations sur les produits que nous mangeons, juste pour nous assurer que nos corps ne commencent pas à s'effondrer. Un nerf laryngé tordu. L'un des meilleurs exemples de conception inefficace du corps est étonnamment pris dans notre gorge. Enfin, autour de votre gorge pour être précis, sous la forme du nerf laryngé récurrent. Cette chaîne de fibres nerveuses joue un rôle essentiel dans notre capacité à parler et à avaler, car elle transmet les instructions du cerveau aux muscles du larynx. Mais alors que la distance entre le cerveau et le larynx est relativement courte, ce nerf emprunte un chemin inutilement long jusqu'au fond de notre gorge, puis y revient. Ce détour chaotique commence pendant le développement du fœtus, lorsque le nerf s'en mêle avec une masse de tissu qui finit par former l'aorte, un vaisseau sanguin proche du cœur. Le nerf est alors entraîné vers le bas, et contraint de faire une boucle au lieu d'effectuer le trajet super court du cerveau au larynx et inversement. Cela peut sembler peu pratique pour les humains, mais nous ne sommes pas les seuls à souffrir de cette conception déviante. Il suffit de regarder le même nerf dans le cou d'une girafe. Il mesure jusqu'à 5 mètres de long, soit plus de 3 fois la taille d'un humain moyen. Et c'est un sacré détour. Alors, quelle serait la meilleure façon de réacheminer ce nerf? La solution la plus évidente serait de commencer dès l'utérus.
Au lieu de se former en même temps, ce nerf gênant devrait se former après que l'amas de tissu de la veine principale se soit développé en aorte. Cela empêcherait d'être entraîné vers le bas. Nous offrons un raccourci évolutif. Allergie gênante. Le pollen devrait être inoffensif pour l'homme, mais pour quelques 8% des adultes américains, cette poudre de fleurs est un signe avant-coureur de malheur. Les allergies de ce type sont des réactions hypersensibles du corps humain en réponse à des substances étrangères avec lesquelles il entre en contact. Celles-ci peuvent aller des pollens et des poussières à la nourriture, aux piqûres d'insectes et même aux médicaments. Bien qu'elles puissent entraîner des réactions légères comme des éternuements et de la toux, les réactions graves comme l'anaphylaxie peuvent provoquer une inflammation du corps au point d'être fatale. Il s'agit d'une réaction excessivement inutile à des substances qui ne sont pas réellement dangereuses pour nous. Alors pourquoi exactement le corps humain peut-il penser que des choses comme les coquillages et les piqûres d'abeilles sont des menaces mortelles? Tout se résume à vos anticorps. Il s'agit de minuscules protéines qui se lient chacune à un type spécifique de substance étrangère et indiquent à votre système immunitaire de se mettre au travail. On est avec certains anticorps et on est exposé à d'autres, ce qui signifie que certaines personnes n'en ont tout simplement pas. Cela signifie que lorsque votre corps rencontre une substance mystérieuse, il passe à la vitesse supérieure et déclenche le système immunitaire pour attaquer involontairement le corps. De toute évidence, il s'agit là d'un énorme défaut humain. Alors quelle serait la meilleure façon de le corriger? Eh bien, si les humains naissaient tous équipés de tous les anticorps dont ils ont besoin, personne ne souffrirait plus jamais de main des substances de tous les jours. Eh ouais, prenez ça les cacahuètes. Une douleur peu pratique. Aussi sinistre que cela puisse paraître, la douleur est un moyen pour le corps de vous maintenir en vie. Elle peut être aiguë ou sourde, s'atténuer ou être constante. Mais dans tous les cas, plus elle est intense, plus votre corps essaye de vous dire que quelque chose ne va pas. Ou du moins, il devrait le faire. Les maux de dents par exemple peuvent être les pires. Le plus petit trou ou la plus simple carie peut provoquer une douleur atroce lorsque vous mangez ou buvez, et peut entraîner des nuits blanches épouvantables. En général, la douleur est due à une accumulation de pression dans la dent, causée par une infection ou quelque chose d'aussi grave, mais elle ne met pas la vie en danger. D'un autre côté, une personne peut souffrir pendant des années d'un cancer potentiellement mortel avant que la douleur ne se manifeste. En fait, la plupart des gens ne savent même pas qu'ils ont un cancer avant d'avoir atteint les 3e ou 4e stades, souvent mortels. Cela s'explique par le fait que les tumeurs cancéreuses n'ont généralement pas de nerfs propres. La douleur causée par ces terribles tumeurs provient généralement de la pression qu'elles exercent sur les nerfs situés à proximité. Et qu'en est-il du diabète de type 2 qui survient lorsque votre pancréas est incapable de produire la quantité d'insuline dont vous avez besoin pour contrôler votre glycémie? Au fil du temps, la pression exercée sur votre corps peut entraîner des graves problèmes, et s'il n'est pas diagnostiqué, il peut être fatal. C'est un problème énorme, puisque l'Association américaine du diabète estime que 30 millions de personnes sont atteintes de diabète de type 2, et qu'environ 7 millions ne sont pas diagnostiqués. Mais en l'absence de symptômes atroces, tout comme les patients atteints du cancer, comment pouvez-vous savoir? C'est incroyablement injuste compte tenu de la gravité potentielle de ces maladies. Alors quelle serait la solution équitable à ce problème de douleur peu pratique? Il serait certainement plus logique que le corps humain ne réagisse par une douleur atroce qu'en cas de maladie mortelle plutôt que pour des choses comme des problèmes dentaires. Après tout, perdre une dent n'est pas aussi grave que perdre la vie. Problème de dents. Mettons les choses au clair, notamment en ce qui concerne nos dents. En général, les humains ont 3 molaires de chaque côté de leur mâchoire supérieure et inférieure. Cependant, il y a des millions d'années, lorsque nous avons commencé à devenir plus intelligents, notre cerveau et par conséquent notre tête a considérablement augmenté en taille. Nos mâchoires se sont donc élargies et raccourcies, ne laissant plus de place dans la bouche pour nos molaires les plus éloignés. De nos jours, nous les appelons généralement dents de sagesse, bien qu'il n'y ait rien de sage dans la façon dont elles affectent douloureusement nos gencives. Alors quelle est la solution à ces problèmes dentaires? Eh bien la solution la plus simple serait de s'en débarrasser. En fait, beaucoup de gens l'ont déjà fait, et pas par l'intermédiaire de l'endentistes. Environ 20 à 25% de la population humaine naissent avec 1 à 3 dents de sagesse, et 35% n'en ont aucune. Cette solution rapide est garantie pour épargner au corps humain beaucoup de douleurs inutiles, ainsi que des factures de soins dentaires. Un double revers. Malheureusement, les dents de sagesse ne sont pas les seuls problèmes buccaux de l'homme. C'est parce que vous naissez avec seulement 2 séries de dents. Si vos dents adultes tombent ou sont cariées, elles ne peuvent pas repousser. C'est un peu comme un manque à gagner pour l'évolution.
surtout si l'on considère que d'autres mammifères comme les éléphants et les kangourous peuvent faire repousser leurs dents. Alors pourquoi les humains ont-ils été laissés de côté? Tout remonte à l'évolution des mammifères il y a environ 320 millions d'années. C'est à ce moment-là que notre biologie a échangé des séries interminables de dents de même forme et de même taille contre des séries de dents ayant des fonctions différentes. À cet égard, les canines étaient utilisées pour déchirer la viande, tandis que les molaires étaient conçus pour broyer la matière végétale. Cependant, la complexité de leur conception omnivore signifiait que les faire repousser constamment aurait pu entraîner des problèmes. Il était donc plus facile d'avoir une seule série de dents adultes parfaitement alignées. Mais vu que l'Amérique a dépensé plus de 135 milliards de dollars en soins dentaires rien qu'en 2018, entretenir notre seule dentition est un essentiel follement coûteux. Alors comment pouvons-nous combler ce désastre dentaire? Eh bien, que diriez-vous de prendre exemple sur les kangourous précédemment mentionnés? Lorsque les dents de ces marsupiaux à ressort sont usées, il en pousse une nouvelle série à l'arrière qui migre lentement vers l'avant et les remplace. Bien qu'il s'agisse d'une solution ingénieuse, transformer la bouche humaine en un tapis roulant à dents est une idée terrifiante pour les dents. Mamelon gênant. Indépendamment de la forme ou la taille du corps, presque tout le monde a des mamelons. Mais si leur but premier est d'allaiter les bébés, pourquoi diable les mamelons masculins existent-ils? À part le fait d'être percés de façon assez bizarre d'ailleurs, ils ne servent vraiment à rien. Et dans de rares cas, la petite quantité de tissu situé derrière le mamelon peut être affectée par un cancer du sein. Donc s'ils ne servent à rien et sont potentiellement dangereux, pourquoi les hommes en ont-ils encore? En termes simples, les hommes ont des mamelons parce qu'ils se développent dans l'utérus avant que les embryons ne deviennent distinctement mâles ou femelles. Au moment où le chromosome Y entre en jeu pour distinguer un bébé en tant que mâle, les mamelons sont déjà bien en place. Si c'est le cas, quelle est la solution? La solution la plus évidente serait de faire en sorte que toutes les caractéristiques reproductives comme les mamelons se forment après l'apparition des chromosomes X ou Y dans l'utérus. Ainsi les hommes auraient une poitrine lisse et seraient totalement libérés du fardeau de la poitrine. Regardez à l'envers. Même si vous avez une vision à 10 sur 10, vous ne voyez probablement pas l'ensemble du tableau. En effet, les humains naissent avec un angle mort naturel. Vous vous dites peut-être, mais je peux très bien voir cette incroyable vidéo, et je suis d'accord avec vous. Mais votre anatomie ne le permet pas. Voyez-vous, la rétine humaine est composée de cellules photoréceptrices, qui détectent la lumière et transmettent les informations à notre cerveau via nos fibres optiques. Cependant, grâce à une adaptation séculaire de nos ancêtres, ces cellules sont orientées vers l'arrière de l'œil, ce qui signifie que la lumière doit traverser la fibre optique avant d'atteindre le photorécepteur. Heureusement, la fibre optique est transparente, mais cela devient un problème lorsque toutes ces fibres convergent en un point appelé nerf optique. Comme le nerf va de l'œil au cerveau, il n'y a pas de place pour les photorécepteurs derrière lui, qui créent un angle mort. Même si notre cerveau compense ce manque en utilisant le champ visuel de l'autre œil, il s'agit tout de même d'une conception fondamentalement arriérée. Alors comment pouvons-nous corriger cette caractéristique qui n'est pas très agréable à regarder? Eh bien, nous devrions suivre les traces, ou devrais-je dire, les traces des tentacules des céphalopodes. Ces petites bestioles comme le calmar et le poulpe ont des yeux très semblables aux nôtres, mais leurs photorécepteurs sont orientés vers l'avant, ce qui signifie qu'il n'y a pas forcément de conception farfelue ni d'angle mort. Mais si cela signifiait que tous les humains ressemblaient à ça, peut-être qu'être aveugle ne serait pas si grave. Mal de dos. La colonne vertébrale humaine est un véritable bordel, à tel point que c'est un miracle que nous puissions même marcher. Lorsque nos ancêtres apaches marchaient à quatre pattes il y a au moins 3 à 6 millions d'années, leur colonne vertébrale était arquée comme un arc. Cela permettait de supporter le poids de tous leurs organes suspendus en dessous. Puis ils se sont mis à marcher debout, économisant ainsi l'énergie précieuse dépensée pour trouver de la nourriture tout en libérant leurs mains pour utiliser des outils. Cependant, ce brillant saut vers la bipédie a obligé notre colonne vertébrale à se courber vers l'arrière afin que tous nos organes ne s'étendent pas trop vers l'avant, ce qui nous déséquilibrerait. Mais ensuite, pour soutenir la tête, la partie supérieure de la colonne vertébrale a dû se courber dans la direction opposée. Cette modification en forme de S nous a peut-être aidé à marcher, mais elle a exercé une pression énorme sur nos vertèbres inférieures. En conséquence, certains experts médicaux estiment que même jusqu'à 80% de la population souffrirait de problèmes de dos au cours de sa vie. Alors quelle serait la solution la plus logique pour ce problème de dos? Eh bien, que diriez-vous de revenir à la voûte plantaire? Il n'y aurait plus besoin de ces courbes problématiques, ce qui nous amènerait à une structure plus simple, solide et indolore.
Le seul problème est que nous devrons nous remettre à quatre pattes. Se déplacer ainsi pourrait poser quelques problèmes au début, sans compter que vous auriez l'air d'avoir perdu la boule. Si c'était tout ce qu'il fallait pour que votre colonne vertébrale ne vous donne plus l'impression d'être en feu, reviendrez-vous à un mode de vie à quatre pattes? Dites-le moi dans les commentaires. Le défaut du pied. À votre avis, combien d'os compose le pied humain? Il ne peut pas y en avoir trop, non? Après tout, la plus grande partie du pied ne bouge pas vraiment. En prenant en compte nos orteils et notre cheville, combien pensez-vous qu'il y en ait? 12? 15? Plutôt 26. Cette structure squelettique démente fait du pied humain l'une des parties du corps les plus compliquées. Mais pourquoi exactement a-t-il été conçu de cette façon? Eh bien, à l'époque des singes, ces os nous donnaient une dextérité supplémentaire pour saisir les branches de la cime des arbres, nous empêchant ainsi de tomber vers la mort. Mais depuis que nous sommes devenus bipèdes, nos pieds sont devenus plus plats et plus stables afin de supporter tout le poids de notre corps. Nos gros orteils par exemple ne sont plus très flexibles, et la voûte plantaire s'est développée pour servir d'amortisseur. Cependant, cette structure adaptée a laissé à nos pieds beaucoup de place pour se tordre vers l'intérieur et l'extérieur d'une manière qu'ils ne peuvent pas supporter. Il en résulte des chevilles douloureusement tordues, des terribles tendinites et d'atroces douleurs tibiales. Alors à quoi ressemblerait une conception plus solide? Probablement à quelque chose comme un pied d'autruche, qui ne compte que 9 os. Cet oiseau incapable de voler se déplace en courant et en marchant, tout comme nous. Mais les os de sa cheville et de la partie inférieure de sa jambe sont fusionnés en une seule structure vendue qui va jusqu'en haut. Et oui, ce ne sont pas des genoux qui se plient vers l'arrière, mais des articulations de cheville. Cette conception robuste et allongée réduit le risque de blessure tout en leur permettant d'atteindre des vitesses vertigineuses allant jusqu'à 69 km/h. Il est clair que c'est le modèle de pied dont les humains ont besoin, même s'il a l'air un petit peu à l'envers. Les mauvais genoux. Le genou est sans doute l'articulation la plus complexe du corps humain. C'est ce que les experts médicaux appellent une articulation à 4 barres, ce qui signifie que les ligaments à l'extérieur et à l'intérieur du genou travaillent ensemble pour plier l'articulation au niveau de sa charnière. Mais malgré son incroyable complexité, l'articulation n'est pas si flexible que cela. Même avec tous ces ligaments, le genou ne peut bouger que dans 2 directions, vers l'avant et vers l'arrière. C'est une conception optimale pour des tâches comme la course et la marche, mais les sports humains ont dépassé ce stade. Dans de nombreux jeux et exercices, nous sommes obligés de tisser, de tordre et de tourner nos jambes d'une manière qui défie l'évolution. Cela signifie qu'un pas mal placé ou un coup sur le côté du genou peut provoquer des blessures dévastatrices, comme les déchirures des ligaments croisés antérieurs et postérieurs, qui peuvent nécessiter une intervention chirurgicale. C'est pourquoi il est illégal de frapper le genou d'un adversaire par le côté dans tous les sports majeurs, à l'exception du rugby. Mais comme il s'agit d'un jeu qui consiste littéralement à frapper la tête des joueurs, je doute que les blessures au genou soient leur principale préoccupation. Donc, pour le bien du sport, comment pouvons-nous réparer ces genoux faibles? Eh bien, si c'est plus de souplesse dont nous avons besoin, pourquoi ne pas prendre exemple sur nos hanches? Après tout, comme le dit Shakira, elles ne déçoivent pas. Contrairement à nos genoux, nos hanches fonctionnent sur une articulation à rotule, ce qui leur donne une amplitude de mouvement beaucoup plus grande. Remplaçons donc l'articulation du genou par une articulation à rotule. De cette façon, nous pourrions dire au revoir aux ennuyeuses blessures au genou et bonjour à une toute nouvelle amplitude de mouvement de la jambe inférieure qui nous ferait vivre un cauchemar. Voudriez-vous essayer l'une de ces améliorations anatomiques? Et connaissez-vous d'autres défauts anatomiques du corps humain? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.